Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminal enseignement scientifique consacré aux énergies primaires. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer le dessin suivant qui symbolise le passage d'un monde gris, le monde du pétrole, du réchauffement climatique et de la pollution, à un monde vert, le monde des énergies renouvelables et la nature préservée. Mais est-ce que nos modes de vie liés à la croissance économique sont-ils compatibles avec une transition énergétique souhaitée? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord essayer de définir ce qu'est l'énergie. Ensuite, nous verrons quel a été et quel est toujours l'apport du pétrole. Et enfin, nous comparerons les différentes énergies primaires à notre disposition. Qu'est-ce que l'énergie? Alors malgré que ce soit un mot qu'on utilise quotidiennement, cette notion est relativement dure à définir. Je vais vous la définir d'un point de vue de la physique. En physique, on considère que l'énergie c'est une grandeur qui permet de quantifier une modification de quelque chose. Pour illustrer cette définition, je vais prendre différents exemples. Tout d'abord, quand on veut modifier une température, si je veux maintenir au frais un aliment, donc je vais le placer dans un réfrigérateur, et donc celui-ci va faire chuter la température de l'aliment, de la température ambiante de l'air, à une température autour de 5 degrés dans le réfrigérateur. Et ceci nécessite de l'énergie. De la même façon, si je suis dans une maison, que je suis en hiver et qu'il fait froid, je vais utiliser un appareil qui va permettre de réchauffer l'air et donc me réchauffer moi aussi par la même occasion. Quand on veut se déplacer, donc modifier sa vitesse, on va utiliser une voiture ou un avion pour des grandes distances et ceci de la même façon va nécessiter de l'énergie. Lorsque je veux modifier la forme de quelque chose, exemple, je veux terrasser un terrain pour pouvoir après construire une maison, je vais utiliser une pelle mécanique qui va permettre de déplacer de la matière, de creuser, etc. Je veux modifier des molécules, ce qu'on appelle en physique une réaction chimique. Là, je vous ai mis par exemple un haut fourneau qui permet, à partir de minerais, de coke et d'air, de produire de la fonte. Et pour ça, il va falloir chauffer à très haute température, donc je vais avoir besoin d'énergie pour réaliser cette réaction chimique. Et ensuite, modifier des noyaux, ce qu'on appelle les réactions nucléaires, c'est ce qui se passe dans les étoiles, telles que le Soleil. Donc là, on va faire fusionner des noyaux pour en former d'autres plus lourds, et là, ça va produire de l'énergie. Quelles sont les unités que l'on utilise pour quantifier l'énergie? La première unité qu'on va voir, c'est le joule. Le joule, c'est l'unité du système international en physique. Le problème, c'est que cette unité est très petite à l'échelle de nos consommations d'énergie. Ainsi, on va utiliser le kilowattheure. Cette unité est utilisée par les fournisseurs d'électricité et on nous facture tant d'euros le kilowattheure. Comment est-ce qu'on passe des kilowattheures au joule? Donc 1 kilowattheure, c'est égal à 3,6 10 puissance 6 joules. Donc on peut aussi écrire 3,6 mégajoules. Troisième unité, c'est la tonne équivalent pétrole, symbolisée par les lettres TEP. Cette unité est utilisée pour exprimer les quantités d'énergie de diverses sources d'énergie et elle correspond à l'énergie qui est libérée lorsqu'on réalise la combustion d'une tonne de pétrole. Un TEP, c'est égal à 11,6 10 puissance 3 kWh, sachant qu'un kWh est égal à 3,6 10 puissance 6 joules. On peut convertir la TEP en joules, ça fait 41,8 10 puissance 9 joules. Et donc on peut aussi écrire 41,9 gigajoules. Que signifie utiliser de l'énergie? C'est vrai que dans le langage courant, on va souvent utiliser cette expression, qu'on va essayer de comprendre sa signification d'un point de vue physique. Et pour ça, je vais me baser sur le principe de conservation de l'énergie qui dit qu'on ne peut ni détruire ni créer de l'énergie. On va pouvoir seulement la transformer. Ainsi, utiliser l'énergie, pratiquement, ça veut dire que l'on va extraire l'énergie primaire de son environnement, dit autrement de la nature, et on va la transformer avec un convertisseur pour obtenir l'énergie finale, l'énergie désirée. Je vais vous citer des énergies primaires et des convertisseurs. Alors le premier convertisseur qui existe depuis que l'homme existe, à peu près il y a 300 000 ans, c'est l'homme. Pourquoi? Grâce à notre alimentation, ça constitue l'énergie primaire, l'ensemble de notre corps va nous permettre de produire du travail. Deuxième exemple, il y a moins 6000 ans, l'homme a domestiqué les animaux et les a utilisés pour faire par exemple le travail dans les champs. Donc là, vous voyez que l'énergie primaire, ça va être du fourrage et les animaux vont être les convertisseurs qui vont permettre de remplacer l'homme et de produire le travail à la place de l'homme. Nous allons voir d'autres exemples de convertisseurs. Il y a à peu près 4000 ans, l'homme, en créant des moulins à vent, a utilisé comme source d'énergie primaire le vent pour produire de l'énergie mécanique. Il y a environ 300 ans, l'homme a utilisé le charbon, qui est une énergie fossile, pour faire fonctionner des machines, notamment la machine à vapeur. Il y a moins de 300 ans, ce qu'on appelle la révolution industrielle.
Donc grâce à la machine à vapeur, l'homme a pu produire en grande quantité de l'énergie mécanique, ce qui a permis de remplacer donc la force humaine, la force animale et la force des moulins à vent et des moulins à eau. Il y a à peu près 150 ans, l'homme a découvert le pétrole, ce qui a permis de se déplacer avec des camions, des bateaux, des avions. Ça a permis de faire un grand bond au niveau des transports. Il y a à peu près 60 ans, l'homme a construit des réacteurs nucléaires qui ont permis de produire de l'énergie à un bas coût et il a utilisé comme source d'énergie primaire de l'uranium. Quelle énergie primaire est la plus économique pour produire de l'énergie électrique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette énergie-là, on peut quasiment tout faire. S'éclairer, se chauffer, se refroidir, faire marcher des moteurs. Donc en fait, c'est une énergie qui est très polyvalente. Son inconvénient, c'est qu'on peut pour l'instant pas la stocker en grande quantité. On va passer en revue les différentes façons que l'on maîtrise pour produire de l'énergie électrique. Le premier, c'est le photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, je vais faire apparaître ici son coût par kilowattheure d'énergie électrique produite. Donc là, c'est 1,10 €. Et là, je vais faire apparaître les inconvénients de cette production d'énergie électrique. Alors l'inconvénient du photovoltaïque, c'est que c'est intermittent. Le soleil n'est pas tout le temps présent. Ensuite, les éoliennes, le coût, ça va être de 80 centimes par kilowattheure d'énergie électrique produite. Comme pour le photovoltaïque, ça va être une production qui va être intermittente. Il n'y a pas tout le temps du vent. Ensuite, les centrales thermiques à charbon, à pétrole, à gaz. Là, le coût, vous voyez, il va baisser. On est à 50 centimes par kilowattheure d'énergie électrique produite. Et l'inconvénient, c'est qu'on va produire du CO2. Et le CO2, vous savez que c'est ça qui est la cause du réchauffement climatique. Donc, ça va être un inconvénient. Quatrième possibilité, c'est le nucléaire. Le nucléaire, vous voyez, c'est un type de centrale qui permet d'obtenir le kilowattheure à produire le moins cher, 30 centimes par kilowattheure d'énergie électrique produite. Cependant, il y a des inconvénients. Une centrale nucléaire va produire des déchets. À l'heure actuelle, on ne sait pas quoi faire de certains déchets qui ont des durées de vie très longues. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est de les stocker en profondeur et les laisser pour une génération future, ce qui n'est pas idéal. Et l'autre inconvénient, c'est le danger. On l'a vu avec Tchernobyl et Fukushima, le nucléaire n'est pas sûr à 100%. Quels sont les avantages et les inconvénients du pétrole? Commençons par les avantages. Pour cela, je vais comparer le travail effectué ou produit par une personne qui va creuser ici une tranchée à l'énergie contenue dans 1 litre de pétrole. Le pétrole, c'est une énergie qui est très concentrée. Je vais vous le montrer. Si je prends 1 litre de pétrole, ça correspond environ à 0,86 kg. Pourquoi? Parce que le pétrole a une masse volumique inférieure à celle de l'eau. Ensuite, on a vu précédemment qu'une tonne équivalent de pétrole était égale à 11,6 10 puissance 3 kWh. En fait, pour calculer l'équivalent énergétique d'un litre, en fait, j'ai multiplié 0,86 10 puissance moins 3, pour le mettre en tonnes, par 11,6 10 puissance 3, et j'obtiens environ 10 kWh d'énergie thermique, parce que vous vous rappelez que la tonne équivalent pétrole, c'est l'énergie thermique libérée par la combustion du pétrole. Et ensuite, imaginons que je veux remplacer la personne ici qui travaille avec sa pelle par une machine, une pelle mécanique. Je vais devoir convertir l'énergie thermique libérée par la combustion du pétrole en énergie mécanique. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des moteurs thermiques qui n'ont pas un rendement de 100%. C'est un rendement environ de 33%. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis 3,3 kWh mécaniques produits par 1 litre de pétrole. Maintenant, si j'estime l'énergie produite par la personne qui va travailler toute une journée avec sa pelle, c'est environ 0,33 kWh. Donc vous voyez, c'est 10 fois moins que 1 litre de pétrole. Ou dit autrement, pour remplacer l'homme par une pelle mécanique, la pelle mécanique va consommer que 0,1 litre, 100 ml pour faire le même travail. Deuxième avantage du pétrole, c'est qu'il n'est pas cher. 1 litre à la pompe à essence va coûter à peu près 1,5 €. Donc il suffit de diviser 1,5 par 3,3. J'ai divisé uniquement par 3 et j'obtiens 0,50, on va dire 50 centimes d'euros par kilowattheure. Maintenant, si je prends cette personne qui va travailler pendant un mois, donc là je multiplie 0,33 par le nombre de jours travaillés dans un mois et j'obtiens donc 8,5 kWh. Cette personne, je vais la payer environ 2000 € par mois. Donc si je divise 2000 par 8,5, j'obtiens à peu près 250 €. Dit autrement, la personne va me coûter 500 fois plus cher par rapport à l'utilisation d'une pelle mécanique qui va consommer du pétrole. Vous voyez l'intérêt du pétrole, c'est que c'est très concentré et que c'est pas cher. Par contre, il y a des inconvénients, c'est polluant, ça va libérer du dioxyde de carbone, vous savez ce qui est responsable du réchauffement de la planète, des dioxydes de soufre
et des oxydes d'azote. Et aussi, il faut savoir que le pétrole est une source d'énergie épuisable. On a estimé à 60 ans la durée qui va nous rester si on continue de prélever le pétrole avec le même débit que l'on utilise actuellement. Du fait de ces avantages, le pétrole a permis à l'homme de le remplacer par des machines. À l'heure actuelle, utiliser plus d'énergie consiste à utiliser plus de machines. Alors voilà quelques exemples de machines que l'homme utilise quotidiennement, aussi bien au niveau du transport, avec ici les trains ou les voitures, à la maison, les machines à laver, les réfrigérateurs, l'aspirateur, etc. Dans l'agriculture, ici vous avez une moissonneuse-batteuse, ici un tracteur, qui ont remplacé les hommes et les animaux. Dans l'industrie va utiliser beaucoup de machines. Ici, les machines maintenant sont ultra présentes dans notre quotidien et permettent de nous soulager des efforts physiques et remplacent les hommes pour produire beaucoup plus. Mais l'inconvénient, c'est que ça va consommer beaucoup plus d'énergie. Pour comparer les différentes énergies primaires qui sont à notre disposition, nous allons voir leur évolution mondiale de leur consommation au cours des 50 dernières années. Commençons par le bois. Alors je vais vous présenter ici le graphique. Donc vous avez en abscisse les années de 1860 jusqu'à 2016 et en ordonnée les kilowattheures par personne et par an. Donc c'est une moyenne, c'est indépendant du pays. Donc le bois, en fait, c'est la seule ressource qui va diminuer au cours du temps. Passons au charbon. On a toujours cette impression que c'est une énergie primaire du passé. Or, le graphique nous montre quoi? Que sa consommation n'a jamais cessé d'augmenter. En fait, là, vous voyez que c'est quasiment horizontal, parce qu'en fait, c'est la somme du vert plus le noir. Et comme le vert décroît, le noir a toujours augmenté. Dit autrement, la consommation du charbon n'a jamais baissé. Où est-ce qu'on utilise le charbon? Il faut savoir que 66% des centrales électriques utilisent à l'heure actuelle du charbon. C'est notamment le cas en Chine. Le charbon est très utilisé comme source primaire pour produire de l'énergie électrique. Passons maintenant au pétrole. D'un point de vue historique, on peut dire que c'est à partir de 1900 que la consommation du pétrole devient significative. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a une croissance très rapide de sa consommation qui s'arrête à peu près en 1972, qu'on appelle les chocs pétroliers. À partir de là, on peut considérer que la consommation du pétrole se stabilise. Donc avant ces chocs pétroliers, on a un monde en expansion rapide et donc c'est l'arrêt de ce monde-là qui a lieu à partir des chocs pétroliers. Alors à quoi sert le pétrole? Il faut savoir que 50% de la consommation du pétrole est due au transport aussi bien des personnes que des marchandises, en bateau, en avion, par camion ou par voiture. Par rapport au pétrole charbon-bois, on a rajouté le gaz ici en beige, l'hydraulique ici en bleu et le nucléaire en jaune. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que ces sources ne remplacent pas ni le charbon ni le pétrole, elles se rajoutent à celui-ci, donc la consommation d'énergie primaire ne fait que augmenter. Passons aux énergies renouvelables. En fait, le vrai terme c'est nouveau renouvelable puisque le bois et l'hydraulique sont déjà des énergies renouvelables. Vous voyez, donc c'est en rose ici, c'est uniquement cette petite couche qui apparaît ici. Donc on peut dire que ces nouvelles énergies renouvelables, qui sont en fait l'éolien et le photovoltaïque, sont quasiment insignifiantes. L'autre information que l'on va tirer de ce graphique, maintenant qu'on a fait apparaître toutes les sources d'énergie primaire, c'est que environ à l'heure actuelle, une personne sur Terre utilise 20 000 kWh d'énergie primaire. Alors, si je ramène ça, vous vous rappelez la personne qui faisait sa tranchée là, un homme qui va travailler manuellement va produire à peu près 100 kWh par an d'énergie. Donc si on divise 20 000 par 100, on obtient 200 et on peut dire que chaque homme sur Terre possède en moyenne 200 entre guillemets esclaves énergétiques. C'est comme si chaque personne sur Terre était assistée de 200 personnes qui travaillaient pour elle. Ces esclaves énergétiques, il faut savoir qu'à 80% environ, vous voyez c'est la flèche que je vous ai fait apparaître ici, sont dues aux énergies fossiles. Le charbon, le pétrole, le gaz. Pour conclure, nous allons revenir à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Est-ce que la croissance économique et la transition énergétique sont-ils compatibles? Pour répondre à cette question, je vais vous faire apparaître donc le graphique suivant qui représente en abscisse la consommation d'énergie primaire mondiale en millions de tonnes équivalent de pétrole et en donné le PIB mondial en milliards de dollars constant. Constant veut dire qu'on tient compte de l'inflation. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que ces deux grandeurs évoluent de manière linéaire,
Dit autrement, elles sont reliées et pour obtenir une augmentation du PIB, donc une croissance, on doit consommer de plus en plus d'énergie. Ce qui se passe, c'est que tous les pays veulent avoir une croissance économique. Pourquoi? Parce que ça permet d'enrichir les habitants du pays, d'avoir une vie plus confortable, etc. Mais pour obtenir cette croissance, on est obligé de consommer de plus en plus d'énergie primaire et notamment des énergies fossiles. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce aux énergies fossiles, notamment le pétrole, l'homme a pu voir son quotidien s'améliorer. Pourquoi? Parce que le pétrole a été une source d'énergie facile à utiliser et qui a rendu des grands services à l'homme. Mais à l'heure actuelle, on a atteint les limites. Pourquoi? Parce que déjà, on sait que c'est épuisable, donc il va falloir préparer l'avenir. Et on voit qu'il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'on va dégager beaucoup de CO2 qui vont entraîner un réchauffement climatique de la planète. On va produire des polluants aussi. La question, c'est est-ce que tout ceci peut durer? Comment l'homme doit-il s'adapter pour maintenir une croissance tout en réduisant sa consommation d'énergie fossile? Voilà, la question est posée. À vous de trouver les solutions. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy.